T'as vu ça? Le ciel au-dessus de nos têtes semble plein de mystères. Sillonné d'objets volants non identifiés qui, depuis des dizaines d'années, font l'objet d'enquêtes d'organismes gouvernementaux dans le monde entier. Le gouvernement lui-même a parfois alimenté la croyance en une vie extraterrestre. Pour la première fois, se trouvent rassemblés des signalements d'OVNI venant des 4 coins de la planète. Le public a le droit de savoir, d'avoir accès à ces informations. Tous les spécialistes vous le diront, derrière toute observation, il y a une explication rationnelle. On peut facilement confondre ce que l'on pense avoir vu et ce que l'on a véritablement vu. Certaines observations résistent cependant à toute explication. J'aimerais vraiment savoir ce que c'était, mais je n'en ai pas la moindre idée. Quels sont ces phénomènes? Nos gouvernements en savent-ils plus qu'ils ne nous le laissent entendre? Les réponses ne sont peut-être pas aussi inaccessibles que nous le croyons. Les avions de chasse fusent dès l'apparition de corps étrangers sur les radars militaires. Au beau milieu de la nuit, ils repèrent plus de 20 objets survolant à toute vitesse la région sud-est du Brésil. Les contrôleurs aériens signalent la présence d'objets se déplaçant furtivement. Les pilotes s'approchent pour tenter de les identifier. Pendant plus de 4 ou 5 heures, le ciel était rempli d'ovnis. C'est la première fois que les forces militaires brésiliennes signalent une intrusion dans leur espace aérien sans pouvoir identifier de qui ou de quoi il s'agit. 19 mai 1986, État de Sao Paulo, Brésil. Les contrôleurs du trafic aérien repèrent des points lumineux au-dessus de l'aéroport de San José dos Campos. Problème, ils sont incapables d'en déterminer la provenance. Ils alertent alors les contrôleurs militaires de Brasilia. Eux aussi ont détecté la présence d'objets non identifiés dans leur espace aérien. Les ufologues jugeront plus tard leur taille trop imposante pour être des avions. En l'absence d'appareils connus de ces services dans les environs, l'armée de l'air entre en état d'alerte maximale. Les points se multipliaient à l'écran. Pendant plus de 4 ou 5 heures, le ciel était rempli d'ovnis. L'armée de l'air ordonne l'envoi de 5 avions de chasse. Leur mission, traquer et intercepter. Le capitaine Marcio Brizola Jordao est aux commandes d'un de ces avions. Ancien pilote militaire et commercial, il compte plus de 5000 heures de vol à son actif. « 30 ans plus tard, cette mission reste la plus marquante de sa carrière. À l'approche de la zone occupée, les contrôleurs de Brasilia le guident vers ces étranges objets volants. On m'a informé que des objets s'approchaient de mon appareil à 16 km devant moi. Aucune trace sur le radar embarqué du capitaine et impossible de distinguer quoi que ce soit à l'œil nu. Les radars au sol indiquent pourtant que les objets volants approchent dangereusement par l'arrière. C'était incroyable. 13 ovnis. 7 sur la gauche et 6 sur la droite. Le capitaine Jordao manœuvre tant bien que mal à l'approche des ovnis, toujours sans contact visuel. Il continue à quadriller la zone et parvient enfin à apercevoir quelque chose. J'ai vu une lumière rouge, semblable à celle qui signale aux avions le haut de certains immeubles. Les contrôleurs au sol confirment une présence à cet endroit et somment Jordao de la suivre. Mais ils n'arrivent pas à l'intercepter. J'avançais en direction de l'objet, mais il s'éloignait de moi à la même vitesse.
Bientôt à court de carburant, le capitaine Jordao est contraint d'interrompre sa mission. Un autre avion militaire est témoin du phénomène ce soir-là. Le pilote à son bord, lui, décrit un globe lumineux tantôt blanc, tantôt vert ou rouge. Le radar embarqué confirme ses dires. L'OVNI alterne les accélérations et les ralentissements et ses déplacements semblent consciemment orchestrés. Mais avant que le pilote ne puisse intercepter l'objet, celui-ci disparaît à toute vitesse de son champ de vision, puis de son radar. Suite à cet incident, tous les équipages rentrent à la base. Ils ne le savent pas encore, mais l'événement a déjà été rapporté à la presse. Les pilotes se retrouvent pris dans une frénésie médiatique. Le brigadier général Lima, ministre de l'aéronautique, décide de donner une conférence de presse afin de communiquer sur l'incident. Il confirme que plusieurs ovnis ont pénétré dans l'espace aérien du pays et que leur nature reste encore indéterminée. Je volais à plus de 1000 km/h et il progressait plus vite que moi. La tour de contrôle me disait que j'étais de plus en plus proche. Vous aviez peur? Non, je n'avais pas peur, mais j'étais très curieux. Perplexes, les autorités militaires promettent de mener une enquête approfondie. Mais leurs conclusions sont immédiatement classées top secret. 20 ans plus tard, le grand public n'a toujours aucune explication. Le gouvernement avait promis de rendre public son rapport d'enquête, mais il ne l'a jamais fait. Ces informations étaient secrètes, top secrètes même, parce qu'en réalité, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. L'incident est officiellement surnommé la Nuit des OVNIs. Nick Pope est alors en charge du projet OVNI au ministère de la Défense britannique. Pour lui, l'identité des témoins n'est pas sans importance. Il ne s'agit pas de vagues témoignages de la part de gens lambda. On parle d'un dossier solide, dans lequel les enquêteurs et les témoins sont rattachés au gouvernement. Mais l'implication de l'armée dans cette affaire rend-elle les faits plus crédibles? Pour Suzanne Clancy, psychologue cognitive, le témoignage des pilotes et des officiers militaires n'est pas un gage de fiabilité. Le fait qu'un pilote ait donné son témoignage ou que le gouvernement ait été impliqué dans l'affaire, on ne peut pas dire que cela rende les faits plus avérés. Nous sommes tous potentiellement sujets à une distorsion des sens. Notre mémoire n'est pas infaillible. On peut facilement se perdre entre la réalité et l'imagination. C'est un signe que nous sommes humains, tout simplement. Nos peurs ou nos espérances peuvent influencer et déformer notre vision des choses. Alors qu'en est-il des points sur les radars des différentes tours de contrôle? Certains soulèvent l'hypothèse d'un problème technique. Ce qui est notable dans ces témoignages visuels, c'est que deux radars différents installés au sol ont repéré les objets. Ce qui élimine la possibilité d'un problème technique qui proviendrait d'un dispositif unique. Comment expliquer ces apparitions lumineuses, confirmées par les radars embarqués et les radars au sol? Un phénomène atmosphérique assez rare, appelé foudre en boule, pourrait en être à l'origine. La foudre en boule est un phénomène qui dépasse l'entendement, même scientifique. Nous savons qu'il est lié aux orages et que la décharge de foudre qui se crée prend une forme de boule. Même dans les conditions atmosphériques les plus propices, cette forme de foudre reste très rare. Ces images amateurs du phénomène ont été filmées en 2001, aux alentours de Lyons, dans le Colorado. Nous avons suffisamment de preuves visuelles du phénomène de foudre en boule, mais nous n'avons jamais réussi à le reproduire à l'identique en laboratoire. Bien que la foudre en boule soit un phénomène extrêmement rare et inexpliqué, les experts s'accordent sur les conditions nécessaires à son apparition. Pour recréer ce phénomène, il faut une convection de foudre, c'est-à-dire un orage avec beaucoup de foudre. Cependant, ce soir-là, le ciel était clair et dégagé, ce qui discrédite cette théorie.
Les conditions météorologiques étaient idéales. Comme on dit en brésilien, un ciel de brigadier, c'est-à-dire un temps clair. Les témoins oculaires se seraient-ils trompés? Les spécialistes pointent du doigt le mécanisme psychologique dit de l'amorçage. Explication du professeur en neurosciences, Bo Lotto. Lorsque le cerveau a des attentes bien précises, vous voyez ce que vous voulez voir. C'est un mécanisme qui peut être provoqué. Je peux vous faire une suggestion qui altérera votre vision des choses sans que vous en ayez conscience. Il n'est donc pas impossible que les pilotes aient été influencés par les détections préalables des radars et qu'ils aient mal identifié de simples lumières. Mais les pilotes d'avion ne devraient-ils pas être de fins observateurs? En général, un expert est particulièrement réceptif à ce qui concerne sa sphère de compétences. Mais parfois, être expert dans un domaine altère notre perception des choses, car en tant que spécialiste, on forme certaines attentes. On nourrit certaines idées préconçues. Cette dualité signifie que l'on peut passer à côté de l'inattendu. 20 ans après les faits, les ufologues ont enfin accès au compte-rendu officiel. Et les conclusions sont troublantes. Quand le dossier est arrivé entre nos mains, au beau milieu de ce millier de pages, il y avait ce rapport d'enquête, un rapport d'une grande importance. D'après les conclusions tirées par la défense aérienne brésilienne, les ovnis observés ce soir-là auraient été doués d'intelligence. Malgré des conclusions déconcertantes, le document rendu public ne donne aucune explication sur la véritable nature des objets volants. Il semblerait que le mystère reste entier pour le moment. Je sais que j'ai vu une lumière. À savoir si c'était un ovni ou un extraterrestre, j'attends toujours de le savoir. Une formation de sphères lumineuses attire l'œil de milliers de personnes. Une chose étrange s'est produite dans le ciel d'Arizona. Les lumières survolent 2 États dans le plus grand silence. C'était aux environs de 22 heures. Sous la pression du public, le gouvernement nie avoir la moindre information. Les mystérieuses lumières ont rapidement attiré l'attention de tout le pays. Aux confins de l'espace, un astre vagabond se dirige à grande vitesse vers la Terre. Ce corps céleste fait de roches et de glace, c'est la comète Hale-Bopp. Son passage est prévu à 193 millions de kilomètres de notre planète. La NASA prépare une sonde spatiale en prévision de son passage. Tous les astronomes ont les yeux rivés sur le ciel. Aux abords de Phoenix, les amateurs d'étoiles se réunissent sur les hauteurs de la ville. Mais le spectacle inouï auquel ils assistent dépasse toutes leurs espérances. 13 mars 1997, Phoenix, Arizona. Voici ce que les témoins ont pu apercevoir dans la nuit du 13 mars. Cet événement recenserait le plus grand nombre de personnes ayant assisté simultanément au passage d'un ovni. C'était très bizarre. On se demandait ce qu'on était en train de regarder. On se demandait si on n'avait pas perdu la tête. Les gens étaient émerveillés. Ils étaient comme hypnotisés, tout simplement fascinés. Tous les appels provenaient de personnes qui avaient vu les lumières et se demandaient si nous savions ce que c'était. Le gouvernement a écarté la possibilité d'un vol commercial ou militaire. Grâce au passage de la comète Hale-Bopp, beaucoup de personnes observent déjà le ciel. On était venu prendre des photos de la comète. C'était un véritable événement. Photographe amateur d'étoiles, Jerry Church se tient alors sur les hauteurs de Phoenix. La première fois qu'on les a aperçus, les lumières semblaient venir du nord-ouest et se diriger vers le sud. On ne savait pas ce que c'était. Les lumières avançaient très lentement en direction du sud. Elles semblaient former une ligne droite, mais à les regarder de plus près, on aurait plutôt dit une formation en V.
Greg est également témoin du passage des ovnis ce soir-là. Il accepte de s'exprimer à condition de rester anonyme. J'ai plus de 30 ans d'expérience en tant que pilote et je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Ancien pilote militaire et commercial, Greg travaille pour un fournisseur du domaine de la défense. Il craint qu'apporter son témoignage à visage découvert n'affecte sa carrière. Le soir de l'événement, Greg et sa femme rentrent chez eux en voiture. C'est ma femme qui conduisait. Je me reposais dans le siège passager. On roulait tranquillement, puis elle m'a dit « C'est quoi ces lumières ?» J'ai regardé par le pare-brise en direction du ciel et j'ai aperçu un ensemble de lumières volant en formation. Je lui ai dit « Sûrement des avions de chasse ». Au moment même où je lui ai répondu, je me suis rendu compte que ça n'était pas possible. Pour avoir piloté pour la base aérienne de Luke, je sais qu'on ne vole pas en V. J'ai observé plus attentivement et je n'ai vu ni feu de navigation ni feu anti-collision. Leur vitesse semblait également trop lente pour des avions. Ma femme s'est arrêtée sur le bas-côté. Il faisait assez sombre. Je suis descendu de la voiture et au moment où les lumières passaient au-dessus de nos têtes, je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien, pas un bruit. Il ne s'est rien passé de spécial. Les lumières ont simplement poursuivi leur vol en formation en direction du sud-est jusqu'à disparaître totalement de notre champ de vision. Greg et sa femme l'ignorent, mais nombreux sont ceux qui assistent au ballet silencieux des sphères lumineuses dans l'Arizona et le Nevada pendant plus de 2 heures. Le nombre important de spectateurs se confirme par les appels en masse passés au service d'urgence. 911, quelle est votre urgence? Verly Nanman est opératrice d'appel d'urgence, aujourd'hui à la retraite. Ce soir-là, elle est en poste à Phoenix. C'était une soirée assez calme. Nous étions 15 opérateurs. 911, quelle est votre urgence? L'activité était normale jusqu'à environ 20h15. Puis, le rythme s'est emballé. 911, quelle est votre urgence? 911, quelle est votre urgence? Tous les appels étaient essentiellement les mêmes. Les témoins avaient vu une formation de 5 à 7 lumières volant très bas dans le ciel, dans le plus grand silence et à vitesse très lente. Elles se déplaçaient du nord vers le sud. Tous les témoins de la région appelaient, nous demandaient de quoi il s'agissait. Bien entendu, nous n'en avions aucune idée. Avec le nombre croissant de témoignages, il semblerait qu'il y ait effectivement eu quelque chose dans le ciel cette nuit-là. Qu'étaient réellement les lumières de Phoenix? La quête de la vérité prend une tournure des plus étranges. Affaire Cash Landrum. La rencontre de 2 femmes avec un gigantesque ovni en forme de diamant. L'affaire Cash Landrum est une histoire vraiment très étrange. De grandes flammes propagent une chaleur intense. On a cru à la fin du monde. Les témoins sont victimes de symptômes que leurs médecins ne peuvent expliquer. Je lui ai demandé d'où venaient ces brûlures, elle m'a dit « Vous n'allez pas me croire, alors je ne vois pas l'intérêt de vous le dire ». Comté de Montgomery, Texas, 29 décembre 1980. Betty Cash, Vicky Landrum et son petit-fils Colby rentrent du restaurant en voiture. Les 2 femmes viennent d'un milieu conservateur et religieux. Alors que le trajet du retour suit paisiblement son cours, elles ignorent tout du traumatisme qui les attend. Colby a vu une lumière. Il n'arrêtait pas de nous demander ce que c'était. Je lui ai répondu, je sais pas, chérie. Puis, Betty m'a dit que la lumière semblait s'approcher. C'est bien ce qui me semblait aussi. Nous l'avons tous vue parce qu'elle illuminait le ciel tout entier. Impossible de la rater. On ne pensait pas qu'on allait être blessés. Les 2 femmes affirment être tombées nez à nez avec un gigantesque ovni en forme de losange flottant au-dessus de la route. L'ovni était juste là, devant nous. Des flammes sortaient de son socle
Et je ne vous parle pas de petites étincelles. Elles jaillissaient. Le jeune Colby est terrorisé. Sa grand-mère tente de le rassurer. Je lui ai dit, n'aie pas peur, Colby. Si tu vois un homme, c'est Jésus. Il ne te fera pas de mal. Des flammes auraient jailli de l'appareil dans une chaleur étouffante. On aurait dit que quelqu'un avait mis le feu au bois. Et il faisait si chaud dans l'habitacle que la trace de ma main est restée sur le tableau de bord de la voiture. Ils observent la scène, abasourdis, avant de s'aventurer lentement hors de la voiture. Ils sont sortis de leur côté de la voiture. Je suis également sortie de mon côté et j'ai marché jusqu'à l'avant du véhicule. Vicky et Colby retournent à l'intérieur de la voiture. Betty, elle, reste dehors, fascinée par la mystérieuse apparition. Je suis restée là. Je ne saurais pas dire combien de temps à essayer de trouver ce que cet objet pouvait bien être. Ça me brûlait. Je ne pouvais plus supporter la chaleur. La chaleur devient insoutenable et Betty remonte dans la voiture. Les deux femmes regardent alors l'OVNI flotter au-dessus de la route avant de s'éloigner progressivement. Elles affirment apercevoir un groupe d'hélicoptères militaires encercler le vaisseau. On en a compté 23. Il y en avait tellement, on aurait cru entendre une tornade. Les hélicoptères encerclent l'OVNI et le suivent alors qu'il s'éloigne jusqu'à disparaître complètement. Mais le calvaire ne fait que commencer. Le soir même, les trois témoins voient apparaître sur leur corps des brûlures. Maux de tête, nausées et diarrhée font partie de leurs symptômes. Quelques jours plus tard, Betty est admise à l'hôpital. Le docteur Brian McClelland suivait Betty depuis 15 ans et connaît très bien ses antécédents médicaux. Je suis devenu le médecin de Betty lorsqu'elle a déménagé de Houston à Birmingham, dans l'Alabama. Elle avait été fortement exposée à quelque chose. Le lendemain matin, elle avait des coups de soleil et l'après-midi, des maux de ventre. Elle a été hospitalisée, puis ses cheveux ont commencé à tomber. Elle était couverte de brûlures. Son état correspondait aux symptômes d'une exposition aux radiations. Betty est mise en quarantaine par mesure de sécurité. Vicky et Colby décrivent les mêmes symptômes dans une moindre mesure, mais ils souffrent également d'étourdissement et de lésions de la peau. Les deux femmes s'imaginent alors que leur état de santé est lié à leur expérience et commencent à poser des questions. Anciennement en charge du projet OVNI au ministère de la Défense britannique, Nick Pope étudie ce cas depuis une quinzaine d'années. Suite à leur expérience, Betty Cash et Vicky Landrum ont contacté les autorités locales pour leur demander de mener l'enquête. Tout ce qu'elles voulaient, c'était des réponses, des explications claires sur le phénomène auquel elles avaient assisté. Après des mois sans la moindre explication, une lueur d'espoir surgit enfin. La base militaire de Bergstorm accepte de les recevoir. Les responsables de l'armée de l'air questionnent Betty, Vicky et Colby. Les deux femmes racontent l'incident en détail et évoquent les symptômes qui l'auraient provoqué. La base aérienne a affirmé n'exercer aucune activité susceptible d'avoir causé les problèmes de santé des témoins. Personne n'a su leur expliquer ce qui leur était arrivé. Les frais médicaux s'accumulent pour les deux femmes qui n'ont toujours aucun indice sur la cause de leur état de santé. Bien qu'il n'y ait aucune trace d'activité militaire, le doute plane toujours pour certains. Est-ce que tout le monde ignorait effectivement ce que c'était, ou est-ce qu'il y a eu conspiration pour dissimuler la nature de cet OVNI, comme le soutiennent les adeptes de la théorie du complot? Il n'est pas impossible que les deux femmes aient assisté au vol d'essai d'un nouveau prototype. À mon avis, il s'agissait de l'essai d'un nouveau prototype ultra secret, un appareil d'espionnage ou un drone. Peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement. Peut-être qu'une source d'énergie a été mal isolée. S'il y a bien eu tentative de dissimuler la vérité, ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'extraterrestres, mais plus probablement d'un projet top secret et de nouvelles technologies.
Mais la proximité de zones d'habitation sème le doute sur cette éventualité. Les essais militaires ont généralement lieu dans de grands espaces déserts à l'abri du danger et des regards indiscrets. Le journaliste de la défense Chris Pocock explique. Les essais de nouvelles technologies en aviation sont effectués régulièrement dans des endroits isolés. Pas seulement pour des raisons de confidentialité, mais parce que l'espace requis pour de tels essais n'existe nulle part ailleurs qu'en dehors des zones d'habitation. Les grands espaces aériens sous contrôle militaire sont nombreux aux États-Unis, surtout au Texas et au Nevada. Ils ne vont pas aller au-dessus des grandes villes. L'état de santé de Betty continue de se dégrader et les médecins ont du mal à émettre un diagnostic. Le docteur McLelland pense que c'est une forme d'empoisonnement par radiation. J'ai fait une biopsie de son bras et il avait clairement été exposé à des radiations. L'examen a révélé une radiodermite. Un empoisonnement radioactif serait-il à l'origine des symptômes de Betty? Spécialiste en radiothérapie, Jim Thurston rejette cette hypothèse car les symptômes qui y sont liés n'apparaissent qu'en cas d'exposition à une dose mortelle. La manifestation de tels symptômes indiquerait une quantité extrêmement élevée de radiation. Un rayonnement 2 ou 3, voire 4 fois supérieur à une dose mortelle. Dans ce cas, quelle autre raison peut expliquer l'état de Betty? Le problème avec les symptômes décrits, c'est que certains d'entre eux peuvent se développer aussi facilement au contact d'un agent chimique qu'en cas d'exposition à des radiations. Au cours de l'hospitalisation, aucun test n'a été effectué pour déterminer le niveau d'exposition subi par la patiente. Les plus sceptiques soulignent que les antécédents médicaux de Betty n'ont jamais été rendus publics. Sans dossier complet, impossible de vérifier la cause des symptômes. Certains voient même cette affaire comme un simple canular. Mais Betty et Vicky restent convaincus d'avoir côtoyé l'extraordinaire. La plupart des témoins sont honnêtes. Ce ne sont que des personnes ordinaires qui relatent des faits extraordinaires. Ils n'essaient pas de mentir ou de faire une mauvaise blague. Leur démarche est sincère, mais ils sont facilement dépassés par les événements. Lorsque l'on est témoin d'une scène et que l'on tente de la décrire plus tard, c'est de la reconstruction. On ne raconte pas vraiment ce que l'on a vu, mais ce que l'on se rappelle avoir vu. Et c'est normal. Le cerveau humain n'enregistre pas les informations à la manière d'un magnétoscope. Il interprète l'information au moment où il la reçoit. Betty et Vicky auraient-elles été témoins d'un simple phénomène naturel? Le météorologue Randy Cerveny pense qu'il s'agirait d'une illusion d'optique. En tant que météorologue, la première chose à laquelle j'ai pensé en entendant parler de l'affaire Cash Landrum, c'est un mirage supérieur. Lorsque la lumière traverse différentes densités d'air, elle peut parfois être projetée vers le ciel et créer ce que l'on appelle un mirage supérieur, où les lumières proches de la surface se réfléchissent dans le ciel. Quelle serait alors la source de ces lumières? À moins de 50 km de l'incident se trouvent quelques-unes des plus grandes usines pétrochimiques du pays. Ces centrales procèdent quotidiennement à la combustion de gaz résiduels. Les flammes peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Peuvent-elles être à l'origine du phénomène? Les lumières des centrales pétrochimiques sont déformées en passant dans l'atmosphère. Ainsi, un employé de l'usine ne remarquerait rien d'inhabituel de son point de vue. Mais une personne à plusieurs kilomètres de là verrait le mirage produit par ces lumières, bien plus impressionnant que la réalité qu'il reflète. Je pense que la proximité de l'usine pétrochimique offre une explication tout à fait plausible à l'apparition de ces lumières. Cette hypothèse n'explique toujours pas les séquelles de Betty, Vicky et Colby. Les plus sceptiques suggèrent que les 3 témoins souffriraient de maux préexistants. D'autres pencheraient plutôt pour des troubles psychosomatiques. Le cerveau humain est très puissant. Et l'effet placebo est bien connu. En ingérant une pilule, tout en étant convaincu qu'elle va vous soigner, il y a des chances pour que le corps se soigne tout seul.
Ce principe fonctionne également à l'inverse. Si je vous donne quelque chose et que vous pensez que ça va vous faire du mal, vous pourrez effectivement vous rendre malade. Si les témoins sont persuadés d'avoir été exposés à des rayons dangereux, leur corps a pu réagir par l'apparition de rougeurs, de maux de tête, voire de vomissements. Pourtant, les médecins de Betty sont convaincus que leur patiente a subi un traumatisme physique et psychologique important. Je pense que Betty a vraiment été soumise à une forme de radiation. Le plus probable, c'est qu'elle ait été exposée à un appareil militaire expérimental. Croulant sous les factures de soins médicaux, Betty prend la décision sans précédent d'attaquer le gouvernement américain en justice. Il nie formellement l'existence d'un tel prototype et souligne qu'il n'existe aucun hélicoptère semblable à ceux décrits par les témoins. L'affaire est rejetée. Betty décède en 1998 et Vicky en 2007. Plus de 30 ans après les faits, il semble peu probable que nous découvrions un jour la vérité qui se cache derrière cette mystérieuse rencontre. Des milliers de témoins disent avoir vu d'étranges lumières voler au-dessus de leur tête. Certains décrivent un énorme objet en forme de boomerang, d'autres une succession de globes lumineux flottant dans le ciel. Un des témoins, le docteur Lynn Kitei, réussit à filmer le phénomène depuis son domicile. J'étais dans ma chambre. Je m'apprêtais à aller me coucher quand 6 lumières se sont allumées. J'ai pris ma caméra, mais le temps que je sorte et que je fasse la mise au point, il n'y en avait plus que 3. Sur les images que j'ai capturées, on voit les 3 extrémités d'un V ou d'un objet triangulaire. Beaucoup de personnes ont assisté à la même scène ce soir-là. Un mystérieux balai de lumière flottant à environ 2 km/h dans un silence total. Aucune explication officielle n'est donnée et la curiosité du public se fait pressante. Le gouvernement a écarté la possibilité d'un vol commercial ou militaire. La maire adjointe de Phoenix, Frances Barwood, est la première à poser des questions au gouvernement. Sa démarche ne sera pas sans conséquences pour sa carrière. J'étais la conseillère municipale du 2e district, qui comptait 160 000 personnes. J'ai toujours pensé qu'il était de ma responsabilité de les écouter et de les représenter. Au conseil municipal suivant, l'élu prend la parole. Au cours de la réunion, c'était à mon tour de m'exprimer. J'ai demandé si l'on pouvait avoir des explications sur ce qui avait survolé l'Arizona. Ils se sont tous arrêtés et tournés vers moi. Ça m'a fait bizarre, je n'ai pas compris pourquoi. Quelqu'un a fait une blague et le conseil a repris comme si de rien n'était. J'ai trouvé ça très étrange et je me suis demandé intérieurement, si quelque chose a survolé l'Arizona et qu'ils ignorent ce que c'est, n'est-ce pas un problème de sécurité? Je me suis dit qu'il y avait anguille sous roche et personne ne voulait en parler. Frances pense que l'on essaie de la discréditer et de la ridiculiser. Des caricatures sont parues dans le journal. L'un des dessins me représentait avec une fusée entrant par une oreille et sortant par l'autre. Un autre sous les traits de M. Spock, et bien d'autres. C'est là que je me suis dit, ah oui, ils essaient de me faire taire. Mais les électeurs de Frances Barwood, eux, prennent le problème à cœur. Bientôt, la conseillère croule sous les appels. Des enfants qui jouaient au baseball les ont vus. Des joggers les ont vus. Les gens dans le centre commercial les ont vus. Après recensement de tous les témoins, il s'avère que plus de 10 000 personnes avaient vu ces lumières. Nombre d'entre eux m'appelaient des 4 coins de l'État pour me raconter ce qu'ils avaient vu. Je n'ai jamais douté de leur sincérité. Mais les autorités choisissent de ne pas approfondir les recherches. Verly Nanman, opératrice d'appel d'urgence, pense que la police locale minimise le nombre de témoignages qu'elle reçoit. En poste le soir de l'événement, elle est certaine que de nombreuses dépositions ont été faites à la police.
Nous étions débordés d'appels, tous relatifs au même sujet, les mystérieuses lumières dans le ciel. 911, quelle est votre urgence? 911, quelle est votre urgence? Avec le temps, le tapage médiatique autour du phénomène s'estompe. Mais les témoins sont toujours à la recherche d'explications. Quand un beau jour, l'affaire ressurgit. On n'en a plus entendu parler pendant des mois. Et puis un jour, le 18 juin, la une du quotidien USA Today a attiré l'attention du monde entier sur l'événement. On a été envahis par les médias. Voici le spectacle auquel les témoins ont assisté la nuit du 13 mars. Le lendemain, la nouvelle était sur toutes les chaînes, en une de toutes les émissions matinales. Après des mois sans nouvelles informations, nous avons appris que le gouverneur Symington allait tenir une conférence de presse l'après-midi même, afin de révéler l'origine des Lumières de Phoenix. Je pense qu'il est temps de mettre fin à des mois de spéculation sur cette affaire et d'éclaircir la situation une bonne fois pour toutes. Les témoins pensent enfin découvrir la vérité à propos des mystérieuses lumières de Phoenix. Face aux témoignages en masse et à la pression de l'opinion publique, le gouverneur de l'Arizona, Five Symington, organise une conférence de presse afin de révéler la vérité. Je vais maintenant demander à l'officier Stein et ses collègues de faire entrer le coupable afin que nous sachions tous à quoi nous en tenir. Tout le monde est tombé des nues lorsqu'ils nous ont présenté un homme avec un masque d'extraterrestre et par la même occasion tourné cette affaire en ridicule. Gardez vos distances, s'il vous plaît. Que cela vous serve d'exemple, vous prenez cette affaire bien trop au sérieux. La plaisanterie n'est pas au goût des témoins et éveille des rumeurs de complot au sein du gouvernement. Tout le monde s'est dit « Mais comment a-t-il pu faire ça? Ce n'est pas drôle. » Les témoins étaient sincères et attendaient de vraies réponses. Suite aux témoignages par milliers, plusieurs explications sont invoquées. Malgré le démenti initial de la base militaire aérienne, il semblerait qu'il y ait bien eu un appareil en vol cette nuit-là. L'armée a procédé à un exercice d'entraînement au sud de Phoenix. Certains avancent que des fusées éclairantes larguées au cours de l'entraînement peuvent expliquer la présence de ces lumières. James McGahey, ancien commandant de l'Air Force, a enquêté sur les événements de cette fameuse nuit. Les fusées qui ont été lâchées par les avions sont des dispositifs d'éclairage. Ils brûlent à plus de 2 millions de candélas. C'est très lumineux. Comme les avions n'atterrissent généralement pas avec, à la fin des opérations, ils en ont largué 9 simultanément. C'était aux environs de 22 heures, au moment même où les mystérieuses lumières sont apparues. Mais il reste des sceptiques. Ex-pilote militaire, Greg connaît bien les fusées éclairantes. La lumière des fusées vacille. Elle a une longueur d'onde particulière. On peut apercevoir la fumée qui s'en échappe et elle est accrochée à un parachute qui freine sa descente jusqu'à ce qu'elle finisse par s'éteindre. Quand on regarde un tube incandescent d'1 mètre de long à une distance de 130 km, il est impossible de voir la fumée car on est trop loin. La fusée plane parce que la chaleur qui s'en échappe remonte dans le parachute. Elle lui donne une impulsion, ce qui fait que l'atterrissage prend du temps. Mais comment ces fusées sont-elles restées en formation? N'auraient-elles pas dû se disperser avec le vent? Le météorologue Randy Cerveny met les choses au clair. À moins d'une tempête de poussière, ici, dans la région sud-ouest, les vents forts sont rares. Donc, si vous lâchez un objet porté par un parachute, les vents ne vont pas le balader. Puisque les turbulences sont assez faibles dans la région, le parachute va tomber progressivement. Et, à mon avis, le lâcher de fusée par un avion volant en ligne droite est une explication tout à fait plausible pour les lumières de Phoenix. Mais cette théorie n'explique pas le phénomène dans sa totalité.
quel était l'objet en forme de V que certains ont vu passer au-dessus de leur tête. Au moment où Greg a aperçu les 5 lumières dans le ciel, une escadrille de 5 avions militaires en provenance de Las Vegas est en vol pour Tucson, en Arizona. Beaucoup de gens ont vu les lumières et ils ont tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un immense objet volant, alors qu'un astronome amateur a pointé son télescope vers le ciel ce soir-là et a clairement distingué un avion. L'avion est-il à l'origine des témoignages? L'ex-pilote Greg est sceptique. J'ai piloté des avions de chasse pour la base de Luke, et on ne vole pas en formation en V. J'ai bien regardé et je n'ai vu aucun feu de navigation. Il se déplaçait vraiment très lentement. Puis je me suis rendu compte que je n'entendais rien. Il n'y avait pas un bruit. Comment des avions peuvent-ils voler en formation sans aucun feu de navigation et sans émettre le moindre son? Ils volaient selon les règles de VFR, c'est-à-dire de vol à vue, avec les feux de formation allumés. Personne n'a entendu de bruit. Mais à vitesse de croisière, la 10, puisque c'est de ce modèle qu'il s'agit, est l'avion le plus silencieux de l'armée de l'air. Une fois en vol et à vitesse de croisière, même à moins de 15 000 pieds d'altitude, ces avions sont très discrets. Il n'est donc pas si surprenant que personne n'ait rien entendu. Leur trajectoire a suivi le couloir aérien, qui est une sorte d'autoroute de l'air. S'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre, ils connaissaient bien nos réglementations. Il semblerait que la scène décrite par les témoins soit en fait le résultat de 2 phénomènes distincts, chacun avec son explication. C'est monnaie courante dans les affaires d'OVNI. 2 événements bien différents finissent par être assimilés alors qu'ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Vers 20h30, une escadrille d'avions A-10 vole en formation de V. Environ 2 heures plus tard, un appareil en mission d'entraînement largue plusieurs fusées éclairantes. La chronologie des événements et la description des témoins concordent. Les milliers de témoins se seraient-ils tous trompés? C'est possible, d'après le Dr Susan Clancy, psychologue cognitive. C'est assez incroyable parce que nous avons tout un groupe de personnes qui affirment avoir vu la même chose au même moment. On pense souvent à tort que cela constitue la preuve irréfutable qu'un événement s'est réellement produit. En réalité, ces preuves restent anecdotiques et n'ont aucune valeur concrète d'un point de vue scientifique. Peu importe le nombre de personnes qui ont vu la même chose, elles ont été témoins d'une scène difficile à analyser et ont conclu à un ovni. Contre toute attente, 10 ans après s'être moqué des témoins, le gouverneur Symington, désormais retraité, fait une déclaration surprenante. Je vais faire court. Lui aussi a vu les lumières de Phoenix. J'ai été témoin d'une scène qui défie toute logique et va à l'encontre de ma vision de la réalité. J'ai vu un immense appareil survoler la région de Squaw Peak au nord de Phoenix dans le silence de la nuit. Une vision à vous couper le souffle. Lynn, Greg et les autres témoins restent convaincus d'avoir assisté à un phénomène extraordinaire qui, à ce jour, reste un mystère. J'ai l'esprit ouvert. Si quelqu'un pouvait me dire ce que c'était, preuve à l'appui, je serais prête à le croire. J'y pense encore aujourd'hui, et j'aimerais que ça se reproduise.